Depuis que la situation sécuritaire s'est dégradée dans le Sahel, et ce malgré la présence massive de troupes militaires occidentales qui y sont stationnées, on assiste depuis quelques années à la recrudescence des coups d'État qui portent à la tête de certains États ouest-africains des militaires. Après le Mali, la Guinée-Conakry et le Tchad, le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de voir des militaires renverser un président démocratiquement élu et prendre les rênes du pays. En effet, le Mali a été le premier pays, durement frappé par le terrorisme, à voir des hommes en armes accéder aux commandes de l'État à la faveur d'une révolution populaire qui a poussé les militaires maliens à prendre leurs responsabilités pour essayer de sortir leur pays du chaos en août 2020. Ensuite, ce fut au tour de la Guinée-Conakry en septembre 2021 dans un contexte de crise de confiance au sommet de l'État, opposant le président de l'époque, Alpha Condé, adepte d'un troisième mandat, et les militaires menés par celui qui va devenir son successeur, Mamadi Doumbouya. La même année, en 2021, l'opposition tchadienne dénonçait un coup d'État constitutionnel après la mort du président Idriss Déby, où son fils a pris le pouvoir avec l'aide de la France en piétinant les dispositions constitutionnelles qui stipulaient que la présidence de la Cour constitutionnelle devait assurer l'intérim et organiser des élections présidentielles. En septembre 2022, le Burkina Faso prend le relais et voit l'arrivée au pouvoir du jeune capitaine Ibrahim Traoré à la suite d'un scénario un peu similaire à celui du Mali. Et comme on pouvait s'y attendre, le Niger, pays qui partage une frontière commune avec le Mali et le Burkina Faso, dans la zone dite des trois frontières, encore appelée le Liptako-Gourma, et qui subit également la montée du terrorisme, a été le théâtre il y a quelques jours d'un coup de force qui a vu le renversement de Mohamed Bazoum et la prise du pouvoir par les militaires conduits par le général Tchani Abdourahmane, chef de la garde présidentielle. Il s'est adressé au peuple nigérien ce vendredi, 2 jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Pour éviter toute mauvaise interprétation ou fausse vérité sur les véritables raisons de ces successions de coups d'État, il est important d'examiner et souligner plusieurs facteurs cumulatifs. La première raison, excepté le cas de la Guinée-Conakry, est le chaos stratégique qui y a été implémenté par les puissances occidentales à la faveur de la destruction de la Libye en 2011. Après cette dernière, une crise sécuritaire s'ensuivra logiquement dans la zone sahélienne où vont se disséminer les groupes terroristes venant de Libye, armés et financés par les pays occidentaux. Cette même crise sécuritaire s'insère dans un plan de recolonisation de l'Afrique dans le but de s'assurer le contrôle des ressources minières stratégiques que les puissances occidentales ont détectées en très grande quantité dans la zone des trois frontières du Liptako-Gourma, traversant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette situation de crise amène naturellement les militaires de ces pays africains du Sahel à être au devant de la scène, devant l'incurie des gouvernements conduits par des civils parfois démocratiquement élus. Il est à noter également qu'avant l'arrivée des militaires au pouvoir dans chacun de ces pays, ces derniers disposaient des armées faillies, en déliquescence, mal équipées, mal entraînées et ne pouvant donc faire face à la menace terroriste. Ce constat explique bien que la mission des armées étrangères, à commencer par l'armée française, censée former et appuyer logistiquement et matériellement ces armées nationales pour combattre les terroristes, avait échoué. Par conséquent, la présence de ces armées étrangères dans cette zone sahélienne, comprenant le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger, n'apporte rien de concret dans la lutte contre un adversaire difficile à cerner et qui est à l'origine de plusieurs dizaines de morts de soldats, mais aussi des populations civiles.
Cette incapacité, qui est d'une certaine manière entretenue, est la conséquence conjuguée de la corruption généralisée des élites politiques de ces pays et de la mauvaise foi des partenaires extérieurs, vers lesquels ces élites corrompues se tournent pour fournir l'armée en équipement et matériel militaire de qualité pour la rendre opérationnelle. La pratique de la corruption et du détournement des fonds alloués à la modernisation des équipements militaires, dont la livraison volontairement retardée, ont contribué grandement à la propagation de l'insécurité dans ces pays, où même parfois, c'est la qualité du matériel livré qui pose problème, alors que le besoin sur le terrain est de plus en plus pressant. Et aussi curieux que cela puisse paraître, l'impuissance des forces armées de ces pays est également planifiée par la duplicité des armées étrangères occidentales qui y sont stationnées. En jouant le rôle du pompier pyromane pour aider ces pays à lutter contre le terrorisme, tout en agissant en même temps et en sous-main avec les terroristes à qui elles fournissent les armes, les munitions, les informations de terrain et qu'elles financent à travers les rançons d'otages pour déstabiliser ces pays et justifier ainsi leur présence. À la une ce soir, les graves accusations du Mali à l'encontre de la France. Bamako accuse Paris de soutenir les djihadistes et de violer son espace aérien. Des accusations portées devant les Nations Unies alors que la force Barkhane a achevé son retrait du pays en début de semaine. Nous serons à New York dans ce journal. Fanny Chauvin revient sur cette lettre envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon les autorités maliennes, la France fournirait des armes et des munitions aux groupes djihadistes du Sahel. Mais pas seulement. La France est accusée d'espionnage. D'après Bamako, elle fournirait ces renseignements à ces mêmes groupes terroristes. Ces informations, la France les obtiendrait par des violations fréquentes et répétitives de l'espace aérien malien par des hélicoptères, des avions de chasse ou encore des drones. Des survols sans autorisation selon Bamako, qui aurait enregistré une 50aine de cas depuis le début de l'année. Merci de retrouver cette première partie du débat panafricain, livraison des armes aux rebelles terroristes, le rapport accablant d'Amnesty International contre les Occidentaux. Une étude publiée mardi 24 août par l'ONG Amnesty International révèle que la branche sahélienne du groupe État islamique ainsi que la JNIM liée à Al-Qaïda utilisent les armes de fabrication européenne et notamment serbe. Amnesty pointe aussi leur utilisation par des milices pro-gouvernementales et évoque des circuits illégaux d'armement de ces groupes. Amnesty International a analysé plus de 400 photos et vidéos diffusées par la branche sahélienne du groupe État islamique et par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aussi par des milices locales d'autodéfense, Danna Ambasougou au Mali ou encore les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso entre janvier 2018 et mai 2021. Amnesty International rappelle que la France, la Slovaquie et la République tchèque exportent aussi des armes au Sahel et appelle ces pays, mais aussi les gouvernements sahéliens qui reçoivent ces armes à mieux contrôler leur utilisation. Fin de citation. L'exemple du Mali a permis de révéler au grand jour toutes ces manœuvres de déstabilisation des troupes occidentales en 2013 et dont le point culminant est l'interposition de l'armée française pour empêcher les forces maliennes, avec à leur tête un certain colonel Assimi Goïta, de pénétrer à Kidal pour y déloger les terroristes qui ont fait de cette ville du Mali leur sanctuaire. Est-ce que vous savez que Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Les unités spéciales, ils ont pris un EFIS, ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Pour expliquer ces successions de coups d'État, dont le dernier en date est celui du Niger, il est important de mettre en exergue également un autre aspect de l'ordre de l'ingérence et de la manipulation politique des États occidentaux. En premier, la France, sur les élections présidentielles qui ont lieu dans les pays africains encore sous influence française. Je prends la communauté internationale à témoin. Je leur dis que j'ai déjà saisi la CENI depuis hier pour leur dire que dans la mesure où mes délégués ont été empêchés de rentrer dans les bureaux de vote, malgré la charte de bonne conduite que nous avions signée le 19 février, je retire ma signature et je ne reconnaîtrai plus jamais des résultats issus des urnes, des bureaux de vote d'Anjouan, dans la mesure où c'est une mascarade qui s'est passée en juin. Il est de notoriété publique
que la pratique de la France-Afrique du général de Gaulle et de son homme de main de l'époque, Jacques Foccart, demeure encore vivace aujourd'hui. Afin de maintenir sa position dominante, ou du moins ce qu'il en reste, sur l'exploitation des matières premières et ressources stratégiques, gaz, pétrole, or, uranium, manganèse, à travers des contrats léonins que la France impose aux États africains vassaux, la France tente de récupérer ou de sauvegarder ce qui lui reste comme zone d'influence en Afrique où apparaissent du pétrole et du gaz, comme aux Comores et au Sénégal. Nous aurons l'occasion d'écrire un autre communiqué spécial Comores après celui-ci pour mieux éclairer le public et dénoncer les manigances de la France-Afrique dans ces 4 îles qui se trouvent dans l'océan Indien. S'agissant du Niger, au moment où nous finalisons ce communiqué, le président français Emmanuel Macron, chef des armées, a réuni un conseil de défense à Paris à l'issue duquel il donne 72 heures à l'armée nigérienne pour libérer Mohamed Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel. Il n'a pas dit ce qu'il adviendra si cette injonction n'était pas appliquée par l'armée nigérienne, qui garde toujours captif le président déchu et sa famille au palais présidentiel de Niamey. La France a également mis la pression pour que le sommet Russie-Afrique programmé les 28 et 29 juillet à Saint-Pétersbourg n'ait pas lieu, en rendant difficiles les autorisations de vol des présidents africains, comme en témoigne le président Sassou Nguesso face à Vladimir Poutine et à côté de ses homologues présidents africains. Beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet. Et nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un tout petit jet. C'était assez difficile. C'était 5 heures de vol. Et je sais aussi que d'autres délégations ont éprouvé les mêmes difficultés, y compris celles des autorisations de survol de certains pays. Et donc, c'était finalement un grand succès puisque, à part 2 ou 3 pays, tous les États africains ont été présents. Lorsqu'arrive la période des élections dans un pays africain sous influence française, le système est simple. On organise le scrutin et on inverse les résultats si le candidat soutenu par la France est perdant. Cela s'est passé ainsi dans plusieurs pays, dont le Gabon, le Togo et la Côte d'Ivoire. Pour ce dernier pays, l'ex-président Nicolas Sarkozy l'avait carrément déclaré publiquement en disant « On a enlevé Laurent Gbagbo et on a mis Alassane Ouattara à la place ». Et personne en France, ni dans la communauté dite internationale, n'a crié au scandale. Ainsi, lorsque le candidat réellement élu, Jean Ping, avec un score majoritaire face à Ali Bongo, avait gagné au Gabon, on a simplement inversé les chiffres en attribuant le score majoritaire à Ali Bongo, ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Jean Ping, que nous avons rencontré cet après-midi, reste déterminé. C'est moi le président élu. Conclusion, il est impossible actuellement, dans ces pays africains, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo-Brazzaville, Comores, Togo, Mauritanie, Sénégal, pour ne citer que ceux-là, d'organiser des élections libres et transparentes. La seule solution pour assurer l'alternance politique, c'est la prise du pouvoir par la force, par un coup d'État qui peut être porté par un mouvement populaire. Il conviendra ensuite de mettre en place un gouvernement de transition
pour organiser des élections transparentes gérées par les nouvelles autorités sans influence étrangère. S'agissant du cas spécifique du Niger, l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, tient à préciser que le président déchu a commis 3 erreurs qui ont signé l'arrêt de mort de son régime. La première erreur est que Mohamed Bazoum a maladroitement désavoué l'armée nigérienne qu'il estimait incapable de faire face au péril terroriste alors qu'il en est le chef suprême. Ce désaveu totalement incompréhensible était en réalité fait pour préparer les esprits à accepter l'installation des bases militaires occidentales prétendument censées combattre le terrorisme. La deuxième erreur de Mohamed Bazoum consiste à faire croire que cette stratégie de lutte contre le terrorisme au Niger peut être menée par ceux-là même qui l'ont intentionnellement installée pour créer le chaos et ainsi justifier l'occupation militaire occidentale de cette zone sahélienne et, par extension, de toute l'Afrique. Enfin, la troisième erreur stratégique de l'ex-président nigérien est d'avoir limogé le chef d'état-major de l'armée nigérienne, Salifou Modi, qui préconisait légitimement une coopération militaire avec le Mali pour en finir avec la gangrène terroriste qui endeuille chaque jour les forces armées de son pays ainsi que sa population. Ce limogeage a été perçu comme une complicité de Mohamed Bazoum avec ceux qui ensanglantent le Niger. Ainsi, l'éviction du président devenait une évidence. Ce n'était dès lors plus qu'une question de temps. Face à ce qui ressemble à un coup d'État révolutionnaire pour la défense des intérêts souverains du peuple africain du Niger, l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, ne peut rester insensible à cette nouvelle donne qui aura nécessairement des répercussions géostratégiques susceptibles de rebattre les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest dans un sens favorable à l'Afrique tout entière. L'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, soutient sans la moindre réserve ce changement à la tête du Niger et appelle le peuple souverain du Niger à soutenir massivement les nouvelles autorités du pays afin, d'une part, de les protéger d'une éventuelle intervention militaire étrangère et, d'autre part, pour leur apporter toute la légitimité populaire nécessaire à la mise en œuvre des actions salutaires et d'intérêt général qu'elles entreprendront pour le pays. À l'ensemble des forces de défense et de sécurité, nous, population de la commune de Goté, avons décidé de venir apporter devant les autorités administratives et locales notre soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Pour ce faire, nous encourageons le CNSP à ne céder à aucune menace ou intimidation, d'où qu'elle vienne. Nous demandons à la France de quitter notre territoire sans délai. À l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis, nous demandons de se retirer des problèmes de notre pays. Car lorsque nous étions en train de souffrir du fait de l'insécurité et de la mauvaise gouvernance, ces organisations et pays sont restés comme des tombes. Et pire, ils essaient même de faire croire que la démocratie est un exemple de réussite au Niger. Enfin, l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, est consciente du caractère instable de la situation sociopolitique au Niger, laquelle pourrait évoluer positivement vers la mise en place d'un gouvernement de transition comme au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, ou au contraire, vers le risque d'un coup d'État dans le coup d'État, comme cela s'est produit au Mali et en Guinée-Conakry. Le risque d'une intervention étrangère également n'est pas à exclure, malgré l'avertissement de l'armée nigérienne aux partenaires étrangers de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Niger.
gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. À l'heure où nous publions ce communiqué, le président français Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense. En tant que chef des armées, il pourrait décider de l'intervention de l'armée française pour sauver son laquais Mohamed Bazoum. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Il faut rappeler que la prétendue souveraineté énergétique dont la France se vantait lors du début de la crise russo-ukrainienne s'appuie principalement sur l'énergie nucléaire qui exploite l'uranium venu du Niger. Peu de temps après le coup d'État au Niger, le chef de l'organisation militaire Wagner, Evgeny Prigojine, rappelle dans un audio tout récent. То, что произошло в Нигере, назревало не один год. Ce qui s'est passé au Niger a duré plus d'1 an. Les anciens colonisateurs tentent de garder en échec. Les peuples des pays africains afin de les maintenir en échec. Les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses gangs, créant ainsi une véritable crise de sécurité colossale afin de maintenir leur système, et ils déploient diverses missions étrangères qui comptent des dizaines de milliers de soldats. Ces dizaines de milliers de soldats ne sont pas en mesure de protéger la population d'États souverains. La population vraiment pâtisse, elle souffre, et c'est la reprise. Et c'est l'amour pour le groupe paramilitaire que je pilote, c'est l'efficacité chez nous, car 1 millier de combattants de notre groupe paramilitaire sont capables aujourd'hui de rétablir l'ordre et de détruire les terroristes, ne leur permettant pas de nuire à la population civile des États. Ce qui s'est passé donc au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs, avec ces colonisateurs qui tentent de leur imposer leurs règles de vie, leurs conditions, et de les garder dans un état qui était en Afrique il y a bientôt des centaines d'années. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est en fait l'indépendance totale. Tout le reste dépend certainement des citoyens du Niger eux-mêmes et dépend de l'efficacité de la gouvernance. Mais le plus important est de se débarrasser de ces colonisateurs. Dans tous les cas, l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, se positionnera toujours du côté de la défense des intérêts du peuple nigérien et sa volonté de faire partir les militaires étrangers de son territoire et instaurer un nouveau régime aspirant à la pleine souveraineté du pays sans ingérence étrangère. C'est pourquoi l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, appelle à la mobilisation du peuple nigérien qui doit se rassembler chaque jour dans les grandes places publiques pour marquer son soutien total aux nouvelles autorités. Récuse l'ingérence de la France qui veut dicter une conduite apatriotique au nouveau maître du Niger. Appelle la communauté dite internationale à respecter le droit des peuples africains à l'autodétermination et à la conduite souveraine de leurs affaires. Demande à toute la communauté néo-panafricaniste d'Afrique, de la diaspora
et des îles à soutenir sans réserve le peuple nigérien dans la reconquête de sa légitime souveraineté.